Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations. Nous sommes en direct, nous sommes en live. Eh bien, une image impressionnante a circulé. Eh bien non, ce n'est pas, comment ça s'appelle? Stranger Things, non? Ce n'est pas Stranger Things, c'est simplement qu'il se passe quelque chose d'étrange dans le ciel. Des phénomènes naturels incroyables, étranges. Et c'est comme ça la planète, non? Un peu un mélange de beauté et d'étrangeté, vraiment impressionnant. Et puis, une autre des images du jour, eh bien c'est cette image. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Nous voyons une voie ferrée qui est attaquée à Briansk. À Briansk, oui. Là-bas en Russie. En Russie, n'est-ce pas? Oui, à Briansk, oui, exactement. Aussi, eh bien, nous voyons cette image. Celle-ci, eh bien, il faut la mettre de ce côté. Mais sur la carte, je veux dire, c'est une publication que font en ce moment, disons, les comptes axés sur les sujets financiers et tout ça. Là-bas sur Twitter, n'est-ce pas? Sur X, ils montrent donc la chute spectaculaire de la bourse de Moscou. Pourquoi cela arrive-t-il? On en parlera tout à l'heure, allons-y doucement. En attendant, regardons les images de ce qui s'est passé dans le monde. Quelle image curieuse nous allons vous montrer aujourd'hui? Eh bien là, ils sont vraiment en train de déménager, n'est-ce pas? En moto, cette fois-ci au Liban, avec les trains qui passent au-dessus, en dessous, qui vont par ici, qui vont par là. Voilà, regardez, la publicité. Au Liban, la publicité est omniprésente. Là-bas, je crois qu'il y a Sabritas ou un jus, je ne sais pas trop. Et là, en face, il y a, comment ça s'appelle? Mojtaba et Ali Khamenei. Et voilà, les Libanais les font travailler sans cesse. D'un côté Israël, de l'autre le Hezbollah et tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment une image hallucinante. Eh bien, il y a aussi certaines personnes qui ont subi des pertes, non? Du côté du Hezbollah, il y a déjà des funérailles qui commencent à avoir lieu. Les gens reviennent. Certains s'en sortent tout clairement bien, non? Ils arrivent en Mercedes-Benz, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Et aussi, eh bien, dans ces reportages, on voit cette image. Que se passe-t-il ici? Ici, nous voyons les aéroports de Russie. Celui-ci serait l'aéroport de Sheremetyevo. Là-bas, en Russie, eh bien, ils ne peuvent pas sortir à cause des attaques de drones. Il y a quelques heures, il y a eu une attaque massive de drones de l'Ukraine contre la Russie. Aujourd'hui, on va parler en détail de cette situation, comment ça se passe, mais regardons les images du jour. Regardez, attendez, j'avais oublié l'audio, laissez-moi mettre ce son. Ici. Regardez, ici on voit ces systèmes qu'on a déjà vus ce matin, des systèmes qui servent à tirer sur les drones à Moscou. Ils sont en train de les installer partout, mais regardez, mettre ça, mon café, ce café-là. Installer ce type de drone, enfin plutôt ce type d'anti-drone, ou plutôt de système. Les anti-drones, en gros, ce qu'ils font, c'est les retirer d'autres zones qui sont censées être protégées. Non, c'est-à-dire, si tu retires un système anti-drone, ça veut dire que tu as dû l'enlever d'une installation, disons d'une raffinerie, non? Et ça peut être d'un autre endroit aussi. Non, allons-y, allons par ici. Allons-y, passons à autre chose, à d'autres sujets, à d'autres images aussi surprenantes. Celle-ci, eh bien, c'est une scène classique qu'on voit très souvent ici à Monterrey. Où est-ce que ça a été vu? Cela a été vu dans le sud, ici à Monterrey, où eh bien, les ours noirs descendent toujours pour saluer les gens et voler de la nourriture. Mais bon, on voit de plus en plus de petits chiens, de plus en plus audacieux, de plus en plus audacieux. Oui, voyons ce qui se passe là-bas. C'est impressionnant, mais imagine, avec une griffe comme ça, est-ce que ça va se refermer ou non? C'est ce qu'on observe ici. Ici, nous voyons la tempête qui a eu lieu à Philadelphie. C'est pourquoi le match entre l'Irak et la France a été interrompu. En fait, ils ont même évacué les personnes qui étaient au match. Il y a aussi eu une forte grêle. Cela s'est produit à Sojatepeque, Puebla, d'après ce qui a été rapporté. Eh bien, nous allons rester attentifs à cette situation. Les rues sont devenues complètement blanches en quelques minutes. D'après ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux, tout est devenu aussi blanc que ça. Eh bien, c'était vraiment intense. Des images satellites montrent également le moment où les explosions se produisent. Cela se passe là, dans la zone annexée de la Crimée, une zone occupée depuis 2014 par les Russes. Selon les rapports, 4 ou 5 des 7 réservoirs présents dans la zone auraient en provoqué cette énorme explosion que l'on voit ainsi. Imaginez-vous cela depuis un satellite. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et bon, vous vous souvenez qu'il y a eu une pluie noire, tout comme en Russie, à Moscou aussi, où il y a eu cette pluie noire. Eh bien, il y a eu toute une série de problèmes. Le fait est qu'on vit en quelque sorte une sorte de
Ce problème énergétique, mais qui va bien au-delà, à un niveau de catastrophe. En fait, beaucoup l'appellent ainsi une catastrophe énergétique, ce qui se passe dans cette région. Et bon, au final, c'est un problème qui est en train de générer que Vladimir Poutine doive se réunir pour demander à Loukachenko de ne pas, disons, retirer ces antennes dont nous avons parlé ce matin, qu'ils ont promis d'enlever, et qui permettent aux Russes de tirer vers l'Ukraine. Découvrons immédiatement les détails du conflit. En attendant, observons cette image. Ce serait donc un bolide tombé au Brésil, d'après ce qu'ils disent. Exactement, c'était dans la région d'Amabay, là-bas au Brésil, où l'on voit qu'un météorite tombe. Cela a été capté grâce à ces caméras qui sont partout maintenant, n'est-ce pas? Partout, des deux côtés. C'est-à-dire que, Je ne sais pas ce qui tombe, tu vois, c'est juste qu'on a plus de... avec ce que vous faites, parce qu'ils le voient, il y a des caméras partout. Oui, faites très attention à ça, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte partout. C'est facile, non? Oui. Oui, il y a ton visage et tout, n'est-ce pas? Prenez-en conscience. Aucun problème, ici on vend un petit déchet. Je fais la bêtise ici, ça va, attends, tranquille. Bon, aussi un autre sujet, une autre image. Ça, c'est l'une des choses les plus intéressantes qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde. Au final, ce sont les échanges culturels, on va dire. Et cette fois-ci, eh bien, un Japonais fête, il célèbre. Il célèbre à la manière mexicaine avec la mañanita. Écoutons un petit extrait, non? Non. Bon, c'est que c'est déjà passé. Oui, japonais. Japonais, il est en train de fêter, et bon, eh bien, c'est la classique. Ils lui mettent Las Mañanitas, ou je ne sais pas, n'est-ce pas? Ils lui mettent là la chanson typique, sans mariachi. Et en plus, les gens qui sont là à côté, dans le petit marché, commencent à lui dire « Eh, mais la fille, non !» C'est vrai? Oui, ils apportent un dessert, je ne sais pas lequel, mais Inge en prend une bouchée et bam, tout seul. Seul comme en japonais, il a dit que c'était à lui de mordre. Je sais déjà ce qui va arriver, je l'ai vu sur internet. Oui, juste lui. Ce n'était pas comme ça. C'est un pote, c'est qu'il te la balance en pleine figure. N'est-ce pas? Mais bon, j'avais une autre image des Japonais. Je pensais qu'ils étaient très sérieux, puis je les ai vus danser la quebradita, faire des choses vraiment incroyables. C'est impressionnant. Maintenant, je suis plus sérieux. Moi, pas toi. Je ne t'imagine pas danser la quebradita en train de me faire danser, oui? C'est bien, non, pas de cette façon, non, mais bon, passons aussi à d'autres sujets importants. Eh bien, les images continuent d'arriver de ces incendies de forêt en Croatie, en Grèce, Eh bien, à différents endroits de la Méditerranée, pas dans la zone qui est avec la France, la chaleur n'arrive pas jusque-là. L'Angleterre a émis une alerte rouge aujourd'hui, ce qui m'a paru exagéré. Parce que l'alerte rouge, c'est déjà un niveau où souvent il faut arrêter de travailler, mais bon, pour eux, 39-40 degrés, c'est déjà beaucoup. Il faut se rappeler que leur infrastructure n'est pas conçue pour la chaleur. Par exemple, le métro n'a presque pas de climatisation, ni rien de tout ça. Alors, il y a quelques années, les ventilateurs se sont épuisés. Ils n'avaient pas autant de climatiseurs, c'est-à-dire la climatisation, peu importe comment on l'appelle chez toi, ça varie d'un endroit à l'autre. Et bon, c'est un sujet qui, oui, évidemment, si tout n'est pas fait pour supporter la chaleur, eh bien, tu risques vraiment de cuire. Eh bien, ce sont les images du jour, mais je pense qu'on doit déjà passer aux informations, aux actualités. Nous sommes en direct, c'est le journal, le moment de la journée où Astrid apparaît et, eh bien, on s'attarde un peu et on peut discuter un peu plus. Salutations à ceux qui arrivent. Marvin, comment vas-tu? Super, t'as pâté à plus. Salut à toute la communauté qui nous rejoint. Passons à d'autres sujets importants. Eh bien, la vague de chaleur en Europe a déjà causé des problèmes assez graves. 18 personnes ont perdu la vie. Rien qu'en France, 18 personnes. Quelqu'un me disait aujourd'hui, quand on parlait de la vague de chaleur, qu'en 2000, je crois que 3. Au début des années 2000, une vague de chaleur intense a causé des milliers de morts en France. Oui, c'est-à-dire de façon indirecte, car au final, cela provoquait des malaises chez les personnes, très sensibles, etc. Mais oui, c'était l'une des pires vagues de chaleur de l'histoire. On compte déjà au moins 18 personnes lors de cette première vague de chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment ça se passe? Exactement.
Eh bien, ce phénomène a déjà causé rien qu'en France la perte de 18 personnes, dont 2 mineurs. Pépé vous en a aussi parlé à midi. Eh bien, ils ont été retrouvés sans vie dans une voiture et, eh bien, cela fait partie des causes. C'est évidemment la chaleur. Le bilan inclut également 3 personnes âgées de 80 à 95 ans qui ont perdu la vie dans la région de Bordeaux, qui connaît un problème très grave de température extrême. 13 autres personnes ont perdu la vie. Noyés entre dimanche et lundi dans différentes régions du pays, et une tendance qui d'ailleurs a augmenté de 172% en France pendant les vagues de chaleur, car les gens cherchent à se rafraîchir dans les rivières, les lacs, les piscines. Et évidemment, il y a des personnes qui perdent la vie, donc noyées ce jour-là. En fait, dimanche, j'ai vu des images de gens qui sautaient dans la Seine. C'est-à-dire Mais c'était extrêmement bondé. extrêmement bondé. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Et donc faites attention à ce qui se passe à Valence, à ce qui se passe en Andalousie. Eh bien, dans différents endroits d'Espagne, on a dit que c'était vraiment difficile. Je ne doute pas qu'il y ait des foyers d'incendie comme ce que nous avons vu en Géorgie, ce que j'ai vu en Grèce et en Croatie. D'ailleurs, moi j'avais prédit le 3-1 pour le match de l'Irak. Je vous l'ai dit cet après-midi, 3-1, toi, vous en avez un. Et moi j'en ai un aussi, exactement. Je crois qu'on va finir par devenir comme le poulpe Paul. Ce n'est pas pour ça. Non, Paul, oui. Passons à d'autres sujets importants dans le monde. Voici des informations sur Nancy Guthrie. Allons-y. La mystérieuse disparition de Nancy Guthrie. Et nous la voyons à gauche avec sa fille, la journaliste de US Today. Eh bien, sur une image d'archive, évidemment non. Donc, Nancy Guthrie, cette écrivaine qui était très connue dans la communauté, et sa fille Sabana, qui est connue au niveau national aux États-Unis, elle est très célèbre pour son émission, n'est-ce pas? Évidemment, on les a beaucoup vues à la télévision au début de l'année, parce qu'elle a été enlevée et, étant déjà une personne assez âgée, plus de 80 ans. Mais en dehors de ça, laisse de côté son âge. C'est qu'elle a des problèmes de santé importants. Donc tout cela indiquait ou leur faisait penser qu'elle n'était peut-être plus en vie. Le fait qu'ils l'ont enlevée, eh bien il y avait des traces de lutte, du sang et tout ça. Alors la question est de savoir si la famille a reçu un message ou comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, une note a été envoyée aux médias? Oui. Cette note est liée à la disparition de Nancy Guthrie, la mère de la présentatrice de Today sur NBC. Et donc la note est la première. C'est la première qui a suivi celle qui exigeait une rançon d'1 million de dollars. Vous vous souvenez? Oui. Eh bien, les enquêteurs pensent qu'il s'agit de communication légitime des ravisseurs, car il faut rappeler qu'il y a eu d'autres messages faux de personnes qui demandaient des bitcoins, par exemple. Mais on pense que cela est bien lié au premier, qui était aussi légitime. Et la deuxième note dit que Nancy Guthrie aurait perdu la vie. Ils disent ne pas avoir voulu la tuer, mais elle est morte peu après l'enlèvement, selon cette note. Et la famille, elle a répondu avec une vidéo disant qu'ils avaient reçu le message et qu'ils le comprenaient. Et il faut rappeler qu'elle avait un pacemaker et qu'il a cessé d'émettre un signal. Et donc, à l'heure où cela a été signalé, elle a été enlevée, en gros. Eh bien, tu vois, c'est très grave, mais même parmi les criminels, parce que c'est ce qu'ils sont. Il y a aussi ce côté humain de dire à la famille, voilà, s'ils comprennent déjà que oui, elle est décédée. Je ne dis pas que ce n'est pas regrettable. J'espère qu'ils leur diront où elle se trouve pour qu'ils puissent pas l'enterrer correctement, etc. etc. Mais c'est vraiment regrettable. Et évidemment, l'enquête va continuer. Et j'espère qu'ils les comprendront. J'espère qu'ils retrouveront ces individus qui, au final, ont ôté la vie à une personne, même si ce n'était pas intentionnel. Peu importe. Au final, c'est la responsabilité de ces individus ou de cet individu, parce qu'on ne sait pas non plus s'il s'agit d'un groupe ou d'une seule personne. Il faut rappeler qu'il y a des soupçons depuis un certain temps que dans cette même zone, d'autres personnes âgées avaient disparu dans des circonstances très étranges. Donc ce n'est pas « il y a ce que les autorités vont laisser là ». Rien de plus. Je pense qu'on va continuer à enquêter et passons à d'autres aspects. Rien de plus, y retourner encore une fois, commenter. Ils ont commenté que Marvin a dit que oui, c'est-à-dire ici, c'est un groupe de mères à la recherche de leurs proches disparus qu'il a reçus, parce qu'il y en a plusieurs. Elles ont reçu un message leur indiquant où pourrait se trouver le corps, près de la frontière entre l'Arizona et le Mexique.
Eh bien, ils ont cherché là-bas, mais au moins, les dernières dont nous avons parlé à ce sujet ont trouvé des corps, mais en tout cas, pas celui de Nancy Dutry par le moment. Non, n'est-ce pas? Donc, eh bien ça aussi. Bon, c'est vraiment terrible. Eh bien, passons à d'autres sujets, d'accord? Nous allons varier un peu les sujets sur ce qui se passe dans le monde. Vous savez déjà comment c'est chaque soir. Et bien sûr, évidemment, avec votre mental Marvin, salutations. Nous avons aussi ici Roble, depuis Cuba. Un grand salut aussi à Roble, à Tapatia depuis Jalisco, depuis la Basse-Californie. Ici, c'est Jires. J'envoie qu'aussi un salut chaleureux à lui qui a suivi de près toutes les élections là-bas en Colombie. Au cas où vous voudriez poser une question à Jires, parce que maintenant il connaît tous les détails. Non, salutations. Jires, comment vas-tu? Italo, comment vas-tu? Italo du Chili. D'où vient-il? Voyons voir. Salutations au Chili. Marcella, comment vas-tu? Bonjour, passons à d'autres détails et à du nouveau, ainsi qu'à d'autres points importants. Le régime d'Iran reste le sien et continue d'agir comme ce qu'il est vraiment un régime autoritaire. Ils ont déjà arrêté 3000 personnes qu'ils disent soupçonnées de collaborer avec l'ennemi. Et donc, elles sont détenues et risquent de subir le pire. N'est-ce pas? Voilà ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, la République islamique annonce avoir détenu 3292 personnes, dont elle affirme qu'au moins 684 ont mené des actions opérationnelles pour Israël. C'est ce qu'a déclaré Asghab Jajabarjid, qui est la porte-parole du pouvoir judiciaire d'Iran. Cela a été annoncé par l'intermédiaire d'une chaîne liée au corps des gardiens de la Révolution. 1258 autres ont été accusés de faire de la propagande contre l'État et jusqu'à présent, 1061 accusations formelles ont été portées contre ces personnes détenues. Eh bien, c'est un sujet qui, depuis que les manifestations ont commencé là-bas, à la fin décembre, début janvier, a vu le début des arrestations massives. Certaines de ces personnes ont été exécutées sans procès, on leur a simplement ôté la vie sur place. La situation est vraiment grave. Passons donc à d'autres sujets également importants. Des sujets importants. Eh bien, il y a une statistique qui circule, et c'est vrai. Messi est actuellement le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. P n'est pas très loin, et aujourd'hui, P a marqué 2 buts. Donc, eh bien, P a 27 ans, il a encore de la carrière devant lui. Il est jeune. Donc, il a encore de la carrière, P, pour rattraper Messi, non? Et largement. Maintenant, peut-être que Messi pourra peut-être encore tenir jusqu'à une autre Coupe du Monde. Qui sait? Je veux dire, il a 39 ans, il arriverait à 43 ans, je dis moi ça. Ochoa a 40 ans, donc il n'y arrivera peut-être pas. Ils vont le faire tous les 2 ans? Non, c'est toujours tous les 4 ans. À ma connaissance, rien ne change. Donc, pour la prochaine Coupe du Monde, il aura 43 ans, peut-être qu'il ne jouera pas. Je veux dire, en supposant que Messi continue, c'est pareil, peut-être qu'il ne sera pas en première ligne, mais tant qu'ils le mettent là pour marquer le but, ce serait parfait, non? Le point, c'est que ça va être très intéressant parce que c'est une Coupe du Monde où 2 grands buteurs peuvent s'affronter, non? En ce moment, je veux dire, bon, la France aussi fait des efforts, non? Mais bon, passons à d'autres sujets. Figurez-vous que le régime iranien a répondu à Trump et lui assure qu'ils vont gérer Hormuz, malgré les avertissements de Washington. C'est-à-dire, à quoi a servi cette soi-disant négociation, si les Iraniens, en gros, disent qu'ils vont faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ils insistent sur le fait qu'ils vont contrôler Hormuz, qu'ils vont continuer à enrichir l'uranium. Tu te dis alors quoi? Quel a été le succès dont il s'est vanté aujourd'hui? Il y a déjà des divans qui envoient plein de messages partout, et ce personnage devient de plus en plus. Eh bien, le leader, disons, au moins publiquement, non? Parce que vous savez comment c'est là-bas, non? Mohammad Vakher Galibaf. Non, n'oubliez pas ce visage parce que c'est un personnage qui, évidemment, continuera d'être important dans toute cette affaire, non? Comme on dit, un cirque, je ne sais pas, c'est un peu très animé ou très comique aujourd'hui. Un énorme salut à Aurora Ortiz. Merci. Salutations, un grand merci, vraiment merci à toute la communauté qui fait cet effort pour mettre un super like ou un super merci. Pardon. Ça, c'est vraiment apprécié. Merci aussi à Mercedes qui nous a envoyé cette notification de l'Oxo, n'est-ce pas?
Pour ceux de la communauté qui disent « Hey, je ne veux pas utiliser cet outil », eh bien, en bas, il y a PayPal, il y a Oxo, et je crois que c'est tout. Merci aussi à Emma qui est toujours là. Emma aussi. Qui nous a aussi soutenus par là. Bon, merci beaucoup. Écoutez, le point, c'est qu'ils sont en train de pratiquement démentir tout ce qu'il a avancé hier. Hier Trump et aujourd'hui J.D. Vance. Exactement, parce que ce matin, à midi, Trump assurait que les États-Unis avaient le contrôle total du détroit d'Ormuz et il a lancé une menace, évidemment, comme tous les jours, à l'Iran, disant que s'il ne faisait pas ce qu'il voulait, eh bien, il devrait en assumer les conséquences. Eh bien, voici la réponse de Kalibaf. Nous devons tous savoir que l'administration du détroit d'Ormuz ne sera plus jamais comme avant la guerre. Bien sûr, nous respecterons les normes internationales, mais l'Iran administrera le détroit d'Ormuz. Le message de l'Iran est vraiment impressionnant. L'Iran, franchement, ils se sentent super puissants. C'est-à-dire que si tu veux qu'ils passent par une porte normale, ils ne peuvent pas, ils se sentent tellement grands qu'ils doivent passer de côté, c'est fou. Tu dois ouvrir ces portes doubles pour qu'ils puissent entrer, comme Bazaragachi, qui en ce moment flotte littéralement. Mojtaba, lui, regarde, il n'est même pas apparu une seule fois. Et bon, au moins les services de renseignement des États-Unis disent que c'est bien lui qui opère, donc on va supposer que c'est vrai, parce que l'autre côté le confirme aussi, disons selon leurs renseignements. Et les Iraniens insistent aussi, non ? Que c'est lui qui dirige, du moins les points les plus importants. Mais la stratégie de l'Iran, eh bien, elle fonctionne pour eux, et tu te dis, avec tant de voyages, tant d'allers-retours, tant de choses. Pour finir comme toujours, Pour finir, les Américains ont déjà dépensé 40 milliards de dollars, sans compter ce qui suivra ni les effets économiques ignorés ici, n'est-ce pas ? Ce que cela a coûté à la population, ce que cela nous a coûté à nous, la population. Parce que, je veux dire, tout cela nous coûte à tous, parce que partout, l'essence a augmenté, la nourriture a augmenté. Au moins, eh bien, ces derniers mois, on a vu une forte hausse de certains produits. Et le potentiel que cela continue d'augmenter et devienne provoque une dépression économique. C'est ce que nous espérons éviter. Il ne faudrait pas en arriver là, mais ce n'est pas parce que beaucoup de gens semblent même s'en réjouir et disent « Regarde comment les Iraniens tiennent tête aux États-Unis. » Non mec. Ils te tiennent comme ça aussi et nous tiennent tous pareil, c'est-à-dire qu'au final, cela n'affecte pas seulement les États-Unis. Malheureusement, l'embrouille causée par Donald Trump touche tout le monde, donc toute la planète. C'est pourquoi les Européens étaient heureux que cela prenne fin. Peu importe si les Iraniens en profitent pour humilier avec ces messages. Ce que dit J.D. Vance, ce que dit Marco Rubio ou ce que dit Donald Trump, ça n'intéresse pas les Européens. En gros, ils s'en moquent et ils ne vont pas jeter de l'huile sur le feu, parce que ce que l'Europe veut, c'est que le problème se termine. L'Asie est pareil, mais l'Iran, lui, il en a vraiment envie, non ? Ils ont envie de montrer au monde qu'ils sont très puissants, non ? C'est ce qu'ils veulent faire, apparemment. Exactement, ils ont réussi à le soumettre, ce qu'ils accomplissent avec la guerre, parce que je pense qu'en réalité, ils n'étaient pas très sûrs d'eux, s'ils n'y arrivaient pas, mais maintenant, ils en sont vraiment sûrs. Eh bien, tu te souviens des images qu'on a montrées hier, où on voyait la réunion, tu te rappelles ? Exactement. Eh bien, ces images de la réunion ne sont pas le début de la réunion, non, c'est le moment où ils ont appris les commentaires de Trump et ils étaient déjà en train de partir. La moitié des conversations ont eu lieu entre eux et ceux du Pakistan. Ils ne voulaient plus revoir les États-Unis, donc c'est une histoire qui, eh bien, sort le matin. La chronologie, ils l'ont arrangé pour qu'il n'ait pas l'air pas si mauvais, pas si exposé, n'est-ce pas ? Parce que le mot, donc ils ont arrangé la chronologie pour que ça paraisse un peu plus favorable pour eux, mais en réalité, non, ils ne sont pas en train de supplier, n'est-ce pas ? Et il me semble, du moins c'est l'impression que j'ai, que les États-Unis, oui, n'est-ce pas ? On dirait qu'ils sont pressés, tellement pressés que, quand moi, il arrive celui du Qatar, il salue celui du Pakistan, il salue celui de l'Iran et celui de Yadivan, il le salue, il passe, il le laisse, Le Qatar et les États-Unis ne sont pas en conflit, mais c'est une forme de manque de respect, non ? C'est comme dire non, toi pour moi non, c'est un signe énorme, non ? Et celui qui se positionne très bien là, c'est le Pakistan. Comme pour dire, regardez, moi ici, j'essaie un peu de régler les choses, le désordre qu'ils ont laissé, n'est-ce pas ? Qui sait ? Moi j'adorerais écouter cette réunion. De tout, du moment où toutes ces informations arrivent au cabinet, de tous ces détails, non ? Je me demande ce qu'ils disent sur tout ce sujet.
Parce qu'au final, eh bien, c'est lui le cerveau au bout du compte de tout ça. Et il fait entrer son compadre Trump. Il le met là en pensant « Bon, lui, il va me donner un coup de main, non ?» Et c'est une occasion unique de mettre fin au régime. Parfait. Ce que je ne savais pas, c'est que Trump avait, disons, une marge de manœuvre très limitée. C'est-à-dire, lui, Trump disait « Non, moi, mais le plus, c'est ici ». Et Netanyahou, j'imagine, je suis sûr qu'il savait que ça allait durer longtemps, non ? Je pense qu'il croyait que les États-Unis resteraient et iraient jusqu'au bout. Et non. Enfin non, parce que l'effet économique n'est pas du tout bon. Ce serait très grave. Ici, beaucoup de commentaires disent qu'il faut en finir avec le régime, mais je ne sais pas si on comprend ce qu'ils demandent. En fait, parce que aller mettre fin à ce régime, du moins de manière directe, ce serait une catastrophe financière mondiale. Sans même parler de ce qui pourrait arriver en termes de guerre et d'autres choses. D'un point de vue financier, ce serait déjà un coup très dur. Donc je ne pense pas que la meilleure stratégie soit d'aller vers une guerre conventionnelle, mais plutôt d'utiliser le renseignement, d'autres moyens, mais avec un autre type de pression. Mais le problème, c'est qu'on a sous-estimé un pays qui s'est préparé pendant des décennies et qui est un pays pétrolier. Même s'ils disent qu'il est sanctionné, oui, il est sanctionné, mais ils ont contourné les sanctions et ils sont devenus des experts pour contourner parfaitement les sanctions. Et maintenant, on sait que les plateformes internationales de crypto-monnaies ont joué un rôle très important. Les mêmes plateformes sont celles qui vendent les mêmes monnaies de ce Trump, les crypto-monnaies de Trump. Donc lui non plus ne peut pas, c'est-à-dire Trump ne peut pas dire tout à coup « Vous, plateforme de crypto-monnaies, vous avez mal agi, vous avez laissé circuler tout cet argent et je vais vous éliminer. » Eh bien oui, sauf qu'il supprimerait aussi son propre business. Donc, et le business de beaucoup d'autres, n'est-ce pas, qui font des opérations, disons, légales à 100%. C'est-à-dire qu'un petit groupe fasse des choses illégales. Tu ne vas pas supprimer toute la plateforme pour autant. Mais tu te rends compte que, eh bien, c'est ça. Disons que cette indépendance financière qui a été présentée dans le monde, parce qu'il y a un certain niveau d'indépendance financière avec tout ça, eh bien cela a généré plusieurs problèmes. L'un, c'est que l'Iran puisse soutenir un conflit, mais l'autre, et ça on n'en parle presque pas, enfin on en parle, mais pas dans le sens que je suis en train de dire. La Corée du Nord possède des armes nucléaires grâce aux crypto-monnaies. Sans les cryptos, ils n'auraient pas pu avoir ces armes nucléaires, ils n'auraient pas pu avoir cette quantité d'argent qu'ils ont pu obtenir en piratant. Nous parlons de centaines de millions qui vont directement au programme nucléaire parce que, donc oui, c'est très positif et il y a 3 choses très positives. Quand tu diversifies ou démocratises la finance dans le monde, il y a beaucoup de belles histoires, mais il y a aussi un côté sombre. Exactement. Eh bien, mais aujourd'hui, on a demandé à Donald Trump s'il était prêt à attaquer l'Iran et à entraîner la planète dans un grave problème économique. Il disait que si nécessaire, c'était préférable à une guerre nucléaire. Regarde-moi ça. Eh bien, regarde-moi ça. C'est-à-dire, soi-disant, son calcul à lui, c'est de voir s'il pouvait aller plus loin. On va voir. Écoutez, à la NASA, c'est pour ça qu'il y a un commentaire très intéressant que nous envoie Rossio. Rossio nous l'envoie. Salutations, salut Rossio. Ils n'ont jamais imaginé avoir un point stratégique mondial appelé Hormuz. Exactement. On revient tout de suite avec le sujet de l'Iran parce qu'il y a quelques sujets concernant Israël et d'autres choses, mais on va essayer de commenter plusieurs choses importantes. Salutations aussi à Halal. Salutations Halal. Un grand salut à Halal. Ici, c'est l'une de nos expertes, parce qu'il y a plusieurs experts et expertes ici sur le sujet de la crypto, non ? Qui sont très impliqués dans le sujet et que, eh bien, on aime ce domaine et je pense qu'il faut l'apprendre avec le temps. Salutations à Berer Bereri, un grand salut aussi à Marvin, à Francisco Arce, à toute la communauté qui arrive. N'hésitez pas à mettre un like si vous pouvez, non ? Si vous le souhaitez, c'est vraiment très apprécié. Écoutez, la NASA et l'ESA ont détecté une gigantesque vague de chaleur marine, et ce que vous voyez.
C'est-à-dire ce que vous observez, c'est ce dont nous avons parlé depuis différents points de vue. C'est-à-dire que ce soit l'Université du Colorado, la NOAA ou même l'UNAM, les rapports qui ont été faits sur le phénomène El Niño. Donc la NASA montre, ainsi que l'ESA, qui est, disons, la version européenne de la NASA pour ainsi dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils commentent? Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent qu'ils ont découvert, grâce au satellite Sentinel-6, Michael Freilich, qui d'ailleurs a aussi permis de découvrir que le niveau de la mer au Pérou avait augmenté d'environ 15 cm au-dessus de la moyenne. Eh bien, ce même satellite a aidé à découvrir que la mer de cette zone s'est encore plus réchauffée. Ce sont ce qu'on appelle les ondes de Kelvin, qui sont d'énormes vagues sous-marines voyageant d'ouest en est à travers l'océan Pacifique équatorial. Et elles se forment lorsque le vent change de direction parce qu'il s'affaiblit. Écoute, c'est que, enfin, il y a beaucoup de détails pointus et beaucoup de termes techniques. Enfin, à la fin, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques jours, ils confirmaient qu'il y avait bien le phénomène El Niño, non? Enfin, ils l'ont déjà confirmé. Maintenant, ce qui compte, enfin, c'est pour ça que c'est important ce qu'il dit. Ce n'est pas de confirmer la présence du phénomène El Niño. Ça, c'est déjà fait. Le phénomène El Niño est déjà là. Au cas où il y avait un doute, tu vois, parce que tout le monde ne regarde pas forcément tous les directs, mais la question c'est de savoir si ça va être un super Niño ou pas, en gros, si c'est Superman ou si ça va juste être un Niño normal. Et ce qu'ils disent ici dans ce rapport, eh bien c'est la NASA, c'est que pour l'instant, ça ne ressemble pas encore à un super Niño, ce n'est pas encore un super Niño, seulement un phénomène El Niño. Mais il semble que les scientifiques avaient raison au début de l'année quand ils disaient qu'il allait probablement y avoir un super Niño à cause de toutes les conditions qui sont réunies. Alors beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Beaucoup de gens pensent que toute cette histoire de réchauffement, c'est la même chose que le phénomène El Niño. Il n'y aura pas un seul sujet, c'est le réchauffement qui continue, et un surplus de réchauffement se produit lorsqu'il y a un phénomène El Niño. Donc cette année-là, tu as un réchauffement normal dû à l'augmentation, mais en plus de ça, un surplus. N'est-ce pas? Donc c'est ça le point. Bon, c'est ce qui compte le plus. Eh bien, ils disent que certains phénomènes El Niño pourraient s'intensifier à cause de la chaleur elle-même. Parmi eux, par exemple, des sécheresses pour l'Afrique et des inondations catastrophiques pour la Californie. Ça sonne vraiment terrible, mais c'est ce que disent les gens en pensant que lorsqu'il y a une longue période de sécheresse dans une région, par exemple, puis que de fortes pluies arrivent ensuite. Par exemple, ici ce week-end, c'était quand? Je crois que c'était jeudi ou vendredi qu'il a plu. Oui, c'est ce que j'ai vu. Un jour avant le match du Japon, oui, d'après ce que j'ai vu, je vous disais ici qu'il est tombé le même nombre de millimètres, la même quantité d'eau qu'il pleut en 2 mois, mais en 1 ou 2 heures à peu près. C'est exagéré la quantité d'eau, vraiment, il y en a eu énormément, mais en plus de ça, il faut ajouter qu'il pleut depuis un certain temps. Cette semaine, ça va être calme. Il va faire très beau, sans pluie, ce qui a été très bénéfique pour le nord-est du Mexique, une région semi-désertique où les barrages se remplissent aujourd'hui. C'était excellent pour le match du Japon parce qu'on n'avait eu que des journées à plus de 40 degrés et ce jour-là, il a plu. Il a plu la veille et ce jour-là, mais ils ont joué un match par environ 30 degrés, ce qui est bien. Eh bien, je pense que c'était plutôt bien pour eux, n'est-ce pas? Donc, et pour la Tunisie, n'est-ce pas? Pour la Tunisie, je pense que oui, c'est bien. La Tunisie, c'est froid, 30 degrés, c'est froid pour la Tunisie. Mais les Japonais, je pense que, oui, ils sont plus déconcertés, non? Salutations aussi au papa de Novak. Ne pars pas tout de suite, bébé. Reste ici un moment, plus tard, tu iras là-bas, papa de Novak, pour qu'on puisse discuter ici avec toi. Ce salut, papa, pas celui de Novak. Monsieur Ricotipo, comment vas-tu, monsieur Ricotipo? Salutations aussi, un énorme salut à toute la communauté qui arrive. Allons-y, y a-t-il autre chose à ce sujet? Non, c'est tout pour ça, c'est déjà fini. Bon, juste un détail de plus, n'est-ce pas? On parle des incendies en Grèce, des incendies en Croatie, n'est-ce pas? L'un des grands incendies qui a eu lieu en Grèce a obligé à couper pendant des heures la principale autoroute, voie rapide ou peu importe comment on l'appelle. D'après ce qu'il rapporte, il a fallu fermer l'une des voies les plus importantes parce qu'il n'y avait pas de passage, il n'y avait aucun moyen, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui s'est passé à Los Angeles. Ou en Californie, non? Où soudainement les routes deviennent impraticables et sont coupées comme ça. Exactement, à cause de cette même fermeture, il n'y avait pas de passage. Cette route relie Athènes à Thessalonique, qui est la 2e région la plus peuplée de Grèce.
Et donc, 11 avions, 5 hélicoptères et des citernes ont travaillé depuis midi aujourd'hui pour essayer d'éteindre cet incendie. Eh bien, le feu a progressé parce que la végétation est basse en ce moment et il s'est propagé vers le sud à cause du vent du nord très fort qui souffle. Cette route, c'est l'une des principales routes, oui. Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Abordons d'autres sujets importants. Écoutez, regardez ce post, d'accord? Celui que je vais vous montrer. Parce que, voyons, c'est lui qui le publie. L'ambassadeur, oui, Ronald Johnson, oui. C'est-à-dire selon ce que rapporte l'ambassadeur des États-Unis. Et ça, c'est intéressant, évidemment, pour la lutte contre le crime organisé au Mexique. Mais l'ambassadeur des États-Unis publie cela, ce qu'il dit, c'est qu'il parle d'une saisie historique de 24 000 litres de méthamphétamine liquide dans l'état de Sinaloa. Il dit que c'est un coup significatif contre les cartels et que cela aide, selon lui, à protéger les familles des deux côtés de la frontière. C'est un rappel que lorsque nos pays travaillent ensemble, nous obtenons de vrais résultats sous la direction de, dit-il, de Trump et la présidence de Claudia Sheinbaum. Notre coopération rend nos pays plus sûrs. C'est intéressant parce qu'on dirait que tout à coup, on s'entend tous bien à nouveau et bon, je veux dire que c'est un coup dur. Il faut aussi le dire, n'est-ce pas? C'est très important. C'est bien qu'il y ait des opérations conjointes, parce que même si ce n'est pas dit, ce sont bien des opérations conjointes, n'est-ce pas? L'ambassadeur l'annonce lui-même, mais c'est intéressant car son attitude diffère de celle qu'ils prennent parfois pour mettre la pression. Non, ils ne font rien. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas le classique rappel à l'ordre ou le reproche habituel où ils voudraient voir plus d'activité dans les opérations contre la criminalité organisée. Attention à de plus en plus de politiciens qui deviennent des collaborateurs, n'est-ce pas? Des États-Unis. On en parlera un autre jour si vous voulez, mais bon, c'est à peu près ça l'idée. Allons maintenant à ce qui se passe en Ukraine. Tout à l'heure, j'ai dû faire un direct depuis l'endroit où je me trouvais, parce qu'il se passe des choses vraiment graves. Je vous ai montré au début de la journée une gigantesque chute de la, comment on appelle ça, de la bourse, c'est incroyable. Alors allons-y. Regardez, l'économie a tellement chuté. De la Russie, que c'est comme si son économie revenait en arrière d'environ 4 ans. Autrement dit, ton économie n'a pas du tout progressé en 4 ans, tant la chute a été forte. C'est hallucinant, n'est-ce pas? C'est hallucinant, mais là, à l'intérieur de la Russie, il n'y a aucune confiance en l'avenir. Allons-y. Avant de passer à un quelconque reportage, je voudrais simplement saluer Italo du Chili, à qui nous souhaitons la bienvenue en tant que membre de la chaîne, ainsi qu'à tous les membres. Un grand merci de nous soutenir de cette manière et évidemment aussi une accolade et un immense merci. Un immense merci à Manuela, n'est-ce pas? À Manuela Irma, n'est-ce pas? À Manuel Irma. Voilà, c'est ça vient d'aujourd'hui. Un grand merci pour ton soutien constant. Un immense merci à toute la communauté qui nous soutient et qui, rend la chaîne possible. En vérité, c'est grâce à vous. Un grand merci à toute la communauté, à tous les professeurs et collaborateurs de cette chaîne. Nous vous envoyons un remerciement très spécial, une grosse accolade, et à toute la communauté, évidemment, qui est abonnée, aussi, n'est-ce pas? Maintenant, passons aux détails. Voyons, il y a le pont de Kertch. Le pont de Kertch est un pont qui est essentiel pour les intérêts de Vladimir Poutine concernant la Crimée et, en fait, tout le reste. Voyons, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas prendre la Crimée juste comme ça, juste parce qu'elle est jolie, même si oui, elle est très belle et elle a aussi des ressources. Mais ici, ce dont on parle, c'est qu'à long terme, ce que recherchait Vladimir Poutine, c'était ce qui suit. C'est-à-dire, Sandon, si j'ai en tant que pays le contrôle de la Crimée et qu'en plus je relie la Russie, ce qui a été très facile grâce à ce pont de Kertch. Voici le pont de Kertch, oui, c'est pour ça qu'il est très important. Ici, c'est la Russie. Il relie ici avec un pont, et le train passe aussi, ce qui permet un approvisionnement complet. Tu vois, la Crimée n'était pas tout.
Regarde, ça va devenir un grand business là-bas. Non, non, non. Attendez, oubliez le business, c'est devenu une base militaire. Regardez, l'erreur de l'Ukraine, c'est qu'ils ont permis que la Russie ait déjà des bases militaires ici avant d'avoir été envahie. Une énorme erreur. Donc ils avaient une base ici, et quand la Russie en a eu l'idée, la base était déjà là. Alors quoi? Qu'est-ce que les Ukrainiens pouvaient faire à ce moment-là? Pas grand-chose, honnêtement. Non? Donc ils prennent cette zone. Mais en prenant cette zone, ils se sont dit « Bon, et si on prenait tout ça et qu'on allait jusqu'à Odessa ?» Tu fermes et tu retires la mer Noire à l'Ukraine, tu la laisses sans accès. C'est la meilleure façon. C'est par la mer et par ce passage qu'ils ont là-bas à Ankara. Bon, en Turquie, ils ont un passage et ici, ils peuvent envoyer tous leurs produits. Attention, l'Ukraine et la Russie sont deux des pays qui produisent le plus d'eau. En ce qui concerne la nourriture, ce sont comme les cornes de l'abondance pour la planète. Ils produisent beaucoup de nourriture, surtout du blé et des choses de ce genre. Donc ils ont beaucoup de céréales et surtout, l'Ukraine a de très bonnes terres. Alors, tout à coup, qu'on t'en prive. Eh bien, imagine comment tu vas vendre, à travers qui? La Pologne, la Biélorussie, tout le monde va te faire payer. Donc tout le monde va te faire payer et ça va être très difficile. Alors, évidemment, quand cela arrive et quand commence déjà l'ère de la guerre, pour ainsi dire, il faut aussi dire que l'ère de l'ingéniosité est arrivée. C'est-à-dire, d'abord, ils ont dit, voyons, ils ont une marine forte ici, et cette marine a détruit la marine de l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Ukraine n'a pas de marine formelle, une grande marine. L'Ukraine ne l'a pas. Cela a été parfaitement reconnu dès les premiers mois. Oui, mais l'ingéniosité a été plus forte. Ils ont commencé à inventer des drones marins bon marché, disons bon marché par rapport au coût de la guerre. N'est-ce pas? Oui, je m'en souviens. Le premier navire russe d'une valeur d'environ 100 millions de dollars a été coulé par l'Ukraine avec un petit bateau de 100 000 dollars. Un petit bateau de 100 000 dollars qui ressemblait à une barque de pêcheurs contre un navire de 100 millions de dollars. Et la première fois, on s'est dit « Hé, quel coup de chance tu as eu !» Sérieusement, tu as assuré, mec, tu viens de marquer l'histoire. Tu seras reconnu, Ukraine, comme celle qui a réussi à abattre ou couler un navire, puis un autre est venu, puis un sous-marin, puis un autre sous-marin et un autre navire. Et soudain, la flotte de Russie, la grande flotte de Russie, a dû fuir et elle n'est plus là. Elle n'est pas ici. Ils ont dû retourner en Russie. C'est-à-dire, ils ont dû quitter cette zone envahie et rentrer chez eux, ravaler leur fierté parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'était trop. C'était trop coûteux d'avoir ces navires-là, si chers et si inutiles. Et ce n'est pas une critique. Je veux dire, on dirait encore que je critique la Russie. C'est un sujet qui s'applique à tout le monde. Tous les grands pays qui ont de gros navires. Que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, le Brésil d'ailleurs, quel phénomène le Brésil. Sérieusement, Lula, franchement, vraiment, tu as besoin d'un navire comme ça, tu te prends pour un porte-avions. Ils te le font. Mon pote, maintenant, n'importe qui te le fait. Ils te le font. N'importe qui, avec un peu d'ingéniosité et qui t'en veut, peut te le faire. Tu prends un. C'est ça le cauchemar. Les drones marins et les drones aériens peuvent te le couler. Mais sans la moindre gêne, ils peuvent le couler sans problème. Ces gros navires n'ont donc plus vraiment de sens. Voilà pourquoi on en parlait. Où sont les plongeurs? États-Unis? Quand j'étais ici, comment ça s'appelle? En Iran. Ils n'avaient pas mis les porte-avions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas amené les porte-avions ici. Oh mec, mets-les ici. Normalement, tu ferais un carton, mais ils vont te les couler. Ils étaient à 800 km de distance, ici. Là où les drones ne peuvent pas aller. S'ils tirent un missile, ils peuvent l'arrêter. Un drone marin est difficile à repérer. Tu te places à une distance que les drones ne peuvent pas atteindre, 800 km. C'est-à-dire presque d'ici à Mexico, de Monterrey à Mexico, en gros, n'est-ce pas? C'est-à-dire super méga loin. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être plus près. Et en plus, tu n'en as pas besoin. Tu as des avions qui peuvent arriver en quelques minutes pour attaquer. Alors, comme stratégie, c'est pour ça que ça énerve beaucoup. Les Iraniens disaient qu'ils s'approchent plus. S'ils veulent se battre, qu'ils s'approchent et ils verront. Non, évidemment, ils ne sont pas stupides. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas risquer tous ces gens et ces énormes navires. Ils ne vont pas les mettre en danger. Évidemment, non, non, non. Ça ne va pas arriver. Mais bon, le fait est que les guerres sont très différentes maintenant et il y a eu récemment une attaque contre Kerch, contre le pont. Non. Quoi d'autre se passe-t-il? Eh bien, pour commencer, le pont Kerch est actuellement fermé à cause du trafic qui s'est créé. On parle aussi de
À un moment, on a évoqué des explosions à divers endroits du pont Kertch. C'est évidemment un pont difficile à détruire, très long, n'est-ce pas? Peut-être qu'un morceau est tombé, peut-être qu'on pourra arrêter ce qui a déjà été tenté. Il faut se rappeler que cela a déjà été tenté la première année de cette guerre, et on dit aussi que des soldats ont été évacués. Des soldats. Nous parlons de Russes. Ils ont été évacués d'une zone appelée la Flèche de Kinburn, là-bas en Crimée occupée, et les soldats ont été évacués parce qu'il manquait de nourriture, d'eau et de carburant. Il ne peut absolument rien se passer en ce moment. Voilà l'image des explosions qui ont été entendues à 1h43. La première a commencé. La première explosion, puis une autre à 1h57, et ainsi plusieurs ont été entendues. Eh bien, elles ont été entendues au cours de la nuit. Au petit matin en Ukraine? Oui, mais regardez là-bas. Eh bien, on les entend là-bas. On voyait de loin le pont de Kertch, d'après ce qu'il rapporte. Eh bien, cela s'est produit ou a commencé à 1h43 du matin. Évidemment, cette phase est déjà passée, mais c'est très intéressant de voir une Russie en ce moment. Eh bien, sans cette réaction dont il disait qu'elle allait avoir lieu, cette super méga réaction qui était déjà prête. Je ne sais pas ce qu'il calcule, mais ce que Zelensky a promis, c'est que s'il y a une grande réaction, nous aurons aussi une grande réaction. Et ils en sont déjà à un niveau d'escalade très importante ou de négocier, n'est-ce pas? Attention, il s'est effectivement ouvert une toute petite porte de négociation entre l'Europe et la Russie par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Tu te souviens que cette porte est déjà à moitié ouverte, donc peut-être qu'ils voient qu'il va falloir négocier à un moment donné. Pour être honnête, je ne me fierai pas à ça, mais bon, c'est ce qu'ils font. Autre chose à ce sujet? Oui, bon, rapidement, voici la chronologie de ce qui s'est passé en Crimée. En Crimée, eh bien dimanche, le président Zelensky a assuré que c'est tout. Autre chose, c'est... La région de Krasnodar, un dépôt de pétrole également en Crimée. C'était ce qui figurait comme objectif. Il a appelé cela des sanctions à long terme, un sujet que Volodymyr Zelensky utilise dans ses conversations, enfin dans ses commentaires ici sur X. Et aussi, les généraux ukrainiens ont signalé que Kiev avait attaqué au moins 3 ferries russes qui transportaient des véhicules et opéraient au passage de Kertch entre la Crimée et la Russie continentale. Il y a également eu des attaques sur une route, celle de Novorossia, qui est importante pour la logistique car elle relie la région de Rostov, en Russie, aux villes de Melitopol et Mariupol, là-bas en Ukraine. Regarde, nous examinons rapidement cette image où c'est, comment c'est, ce qui se passe là-bas. C'est l'une de leurs routes, celle-ci, qui a été attaquée par des drones ukrainiens dans cette opération de blocus qui dure déjà depuis des semaines, où il n'y a pas... On ne permet pas le passage de pétrole ni d'armement russe. Je vais te donner une information que tu ne connaissais peut-être pas. Et pareil ici dans la communauté, de la façon dont parlait Poutine. De Zelensky il y a 1 ou 2 ans. Et la façon dont Poutine parle de Zelensky ces derniers mois, surtout ces dernières semaines, chaque fois que Poutine parlait de Zelensky, il disait le clown, le comédien, la marionnette, le blas, il disait toujours ça, n'est-ce pas? Et ensuite parce que quelqu'un s'est mis à compter toutes les fois où il l'a mentionné, non? Et tu vois comment, avec le temps, il commence à dire « la dernière fois, c'est le président Zelensky ». Je ne sais pas, enfin, il commence à l'appeler président parce que, bon, il pourrait continuer à l'appeler clown, il pourrait continuer à l'appeler comédien. Ici, en plus, ça me fait rire parce que il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de monde qui, je pense, suivent beaucoup Poutine et disaient la même chose. Le comédien, le clown, eh bien c'est pire. C'est-à-dire, c'est pire que tu te fasses avoir par un comédien, que tu ne puisses pas, enfin, que tu ne puisses rien contre lui. Je trouve que c'est encore pire, tu vois, parce que si tu disais « Eh, c'est un expert militaire », bon, eh bien c'est un expert militaire, et voilà, non? C'est pour ça qu'il y arrive. Non, qu'un comédien, un acteur puisse faire ça et tenir sur la durée, c'est parce que ce n'est pas seulement lui, c'est parce qu'il y a une équipe de beaucoup de gens qui veulent simplement vivre libre d'une invasion, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Mais bon, quoi d'autre? Eh bien, toutes les réservations de juin, eh bien, en octobre, parce qu'il faut se rappeler que la Crimée est une zone très touristique pour les Russes. 80% ont été annulés. Et pour juillet et août, en ce moment, la moitié a été annulée. On voit énormément d'images, nous ne les avons pas partagées, mais il y a beaucoup d'images de touristes russes qui sont en Crimée et qui essaient de fuir, qui cherchent différents points de sortie. En fait, il y a une vidéo qui circule de quelques jeunes qui ont tenté de traverser une route contrôlée par l'Ukraine.
Mais ils en ont vraiment assez d'être enfermés, sans électricité, sans eau, sans essence. En plus, ce que tu as, enfin, ça doit te durer jusqu'à ce que tu arrives de l'autre côté, n'est-ce pas? Parce que sinon, tu restes coincé pour toujours, enfin, au moins jusqu'à ce que ça recommence. Pas pour toujours, mais jusqu'à ce que le pétrole recommence à circuler. Oui, voilà. Et aujourd'hui, lundi, le gouvernement de Russie a annulé tous les camps d'été pour... Les enfants jusqu'en septembre à cause du même manque de matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de faire ça. Non, vraiment, comment faire? C'est-à-dire non, là, tout de suite déjà. Déjà, s'il y avait des doutes sur le fait que la guerre allait arriver ou non, est-ce que la guerre allait arriver en Russie? Et je me demande, est-ce qu'ils voudront l'appeler, je ne sais pas si maintenant ils voudront l'appeler opération militaire spéciale ou s'ils l'appelleront déjà guerre, tout simplement. Parce que, bon... Eh bien, voyons. L'image que nous voyons est impressionnante. C'est l'un de ces typhons, vraiment terrifiants. Nous parlons d'un typhon de catégorie 4, 231 km de pur rouge, c'est-à-dire vraiment impressionnante la vitesse, impressionnante la force, la taille. Je veux que nous regardions maintenant l'image satellite du phénomène, c'est une image satellite du même Moustad. Non, ça c'est celle du Nowcast, non ? Qui provient des satellites utilisés par la NOAA elle-même et qui est actualisée avec 15 minutes de décalage, parce que nous allons voir quelle est la prévision, mais aussi comment est réellement le phénomène, n'est-ce pas? Si nous observons, voyons, voici celle-ci. Bon, l'image évidemment où se trouve le nuage de capteurs de l'IDE, et ici il montre comment la catégorie a évolué, n'est-ce pas? Il est passé d'une catégorie 1 à une catégorie 4 en très peu de temps et nous le voyons ici. Donc c'est un ouragan majeur, n'est-ce pas? C'est l'un des premiers ouragans majeurs, disons, qui se produisent dans la région, dans cette zone d'Asie, du sud de l'Asie, qui d'ailleurs est l'endroit où il y a le plus d'ouragans de ce type, n'est-ce pas? Alors attention à ce sujet, c'est aussi très impressionnant. Regardons l'évolution des 24 dernières heures pour que vous puissiez voir son évolution. Laissez-moi juste le temps que la vidéo se charge, mais bon, c'est exactement ce qui se passe là-bas aux Philippines, parce que c'est près des Philippines et ça se dirige vers la Chine, n'est-ce pas? Regardez, là, il avance, il continue d'avancer. Là, pendant cette période, en 24 heures, il est pratiquement passé d'une catégorie qui était déjà comme 2 à ce moment-là, d'un 2 à un 4 en 24 heures. C'est ainsi que le comportement s'est manifesté. Regardez le mouvement, c'est vraiment impressionnant. Heureusement pour les Philippines, il ne les frappe pas de plein fouet. Et encore plus de chances qu'ils ne se soient pas dirigés vers les Philippines, parce qu'ils ont déjà assez souffert cette année. Je pense que ça suffit, s'il vous plaît, laissez les pauvres Philippins tranquilles. Ils ont déjà eu un méga-séisme, ils ont déjà eu des volcans. Des volcans. Eh bien, le sujet leur a vraiment frappé fort cette année. Et Icaro me dit, il n'y a pas de raison d'en vouloir autant aux Philippins. Mais c'est qu'ils sont au milieu d'une zone vraiment dangereuse, c'est-à-dire que là-bas arrivent pratiquement les plus grands typhons de la planète. C'est comme le couloir des ouragans et des tornades qu'a les États-Unis. Donc ils sont en plein dedans et en plus c'est une zone hautement sismique et volcanique. Ils rivalisent avec l'Indonésie comme l'une des zones les plus volcaniques du monde. C'est magnifique, avec des paysages incroyables, mais aussi des défis majeurs. Et regardez la trajectoire qu'il va suivre. Il va aller vers les îles du Japon, c'est-à-dire qu'il ne contourne pas Taïwan. Bonne chance aussi à Mars Alexander, à qui nous envoyons un salut chaleureux. Mais il se dirige plutôt vers les îles du Japon, comme Naja, comme Amami et toutes ces îles, jusqu'à atteindre même les plus grandes îles du Japon, qui pourraient donc affecter une grande partie du Japon. On le voit là. Regardez. Il pourrait arriver comme un ouragan sur la côte sud du Japon, n'est-ce pas? Je veux dire sur les îles, mais aussi sur la côte sud du Japon. Donc tout ce trajet, nous allons évidemment le suivre ces prochains jours. Et derrière celui-ci, il y en a un autre, celui-ci s'appelle la Meca d'ailleurs. Quel nom? La Meca, il s'appelle. Oui, bien sûr, pourquoi la Meca? Parce que... ou la cible. Oui. Porque, o sea, no Meca, no. Ils l'ont appelé la Meca. Opposition. Et il a deux noms. Non, 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 non. Non, celui derrière s'appelle Igos. C'en est un autre? Je l'ai déjà vu. Il y a un autre typhon qui est déjà de catégorie 1 et qui est derrière. Mais en ce moment, alors qu'on était sur le point de commencer, je me suis rendu compte que ce n'est plus un ouragan. C'est une tempête tropicale. Donc c'est un peu entre la catégorie 1 et 0 pour ainsi dire, non? C'est-à-dire que Igos n'est pas bien formé. Mais bon, il avance, il commence, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que Igos peut nous surprendre et il se peut qu'il devienne un vrai souci, un gros problème, n'est-ce pas? Alors faites attention à cette affaire, faites attention à ce sujet, parce qu'ils avancent aussi dans cette zone. D'ailleurs, il y a déjà une dépression tropicale de ce côté du Mexique. Une dépression tropicale susceptible de devenir un ouragan, celle-ci. Voyons ce que dit la nouvelle rapidement. Regardez, elles sont là, il y en a plusieurs, ce n'est pas une seule. Il y en a plusieurs qui sont en face du Mexique. Dans le Pacifique, elles sont là, regardez. Elles vont toutes vers l'ouest, donc elles ne se dirigent pas vers le Mexique. Elles vont par ici, dans cette direction. Donc elles s'éloignent, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas. Voyons si elles provoquent quelques pluies là-bas. Mais au sud du pays, vers le Pacifique, ou vers l'ouest, ou aussi dans l'Atlantique, il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'Atlantique en ce moment. Donc tout est calme pour les amis des Caraïbes, n'est-ce pas? Du moins de ce côté-là, non. Passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, aujourd'hui, les 5 yeux ont publié un communiqué, ce groupe qui a un nom de film, oui. C'est ce groupe composé des États-Unis, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Ce sont 5 pays anglophones qui publient un communiqué assez inhabituel. Un avertissement de cette alliance où ils affirment que dans quelques mois, il existera des modèles d'IA capables d'attaquer le gouvernement et ainsi lancer des attaques dévastatrices contre gouvernements et entreprises. Ils lancent cet avertissement face à la possibilité que de tels modèles existent ou soient développés, comme le modèle d'IA Fable d'Anthropic qui, a déjà été arrêté. Il était déjà prêt, il pouvait déjà être utilisé, n'est-ce pas? Mais d'Anthropic, après un avertissement des États-Unis, l'a retiré du marché grand public, car il se peut que certaines entreprises l'aient encore, non? Pardon, je ne sais pas. Regarde, pardon. Ici, il y a ce que dit Wikipédia, non? Les 5 yeux, dit-il, les 5 yeux sont une alliance de renseignement composée de 5 pays de l'anglosphère, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et voici leur petit logo, non? C'est le logo qu'ils ont, ou le grand logo, au cas où vous le voyez plus tard, comme ça vous saurez ce que c'est. Nous en avons déjà parlé de nombreuses fois, je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà parfaitement. Leur marketing pour le logo doit être amélioré. Mais c'est une alliance de renseignement entre pays anglophones et où tout est partagé. Mais en ce moment, c'est un peu incertain parce que Donald Trump s'est disputé avec tout le monde, il s'est disputé. Il faut se rappeler que lors du premier mandat de Trump, lorsqu'il était président pour la première fois, un des premiers appels a été avec le Premier ministre d'Australie. Et l'appel a été tellement mauvais que Donald Trump lui a raccroché au nez, ou c'est l'autre qui a raccroché, je ne sais pas qui a raccroché, quelqu'un a raccroché, mais disons qu'à partir de là, Trump. À partir de là, tu te rendais compte que, parce qu'à ce moment-là, l'Australie était le plus grand allié en matière de renseignement des États-Unis, vous voyez ? Et avec cet appel, je crois que tout est parti en vrille. C'est-à-dire qu'à partir de là, Trump montrait qu'il allait dans une toute autre direction, sur une ligne très différente, et qu'il se fichait complètement des services de renseignement. En gros, non ? Et maintenant, avec les disputes qu'il a constamment avec le Canada, eh bien aussi je pense que l'alliance n'est plus aussi solide qu'avant, peut-être. N'est-ce pas? Exactement. Et il faut se rappeler que le Royaume-Uni a bloqué certaines informations de renseignement aux États-Unis, justement pour ça, parce qu'on ne peut pas trop leur faire confiance. Et donc lundi soir, l'agence de Sydney des Five Eyes a lancé cet avertissement. Et ils disent « L'IA nous aidera à améliorer la cybersécurité avec le temps, mais elle accélère aussi la vitesse, l'ampleur et la sophistication des cybermenaces. » On prévoit que les modèles d'IA de pointe dépasseront les attentes actuelles de l'industrie, transformant fondamentalement les capacités cybernétiques, aussi bien offensives que défensives. Le délai passe de plusieurs années à quelques mois. Dans l'environnement de la cyber-résilience, il est fondamental de favoriser la continuité des activités, la confiance du marché et la valeur à long terme. Une réponse globale de l'organisation et de toute la société est nécessaire. Le risque cybernétique ne peut plus être traité comme une question purement technique. Il s'agit d'un risque commercial fondamental, une responsabilité de la direction.
Ils se distinguent des derniers modèles d'IA par leur grande efficacité à générer des vulnérabilités. Ici, ils évoquent Fable 5 et le fameux Mythos, que je ne connais pas non plus et qui n'a pas quitté le plan. Non, il n'est pas sorti et il ne compte pas le sortir. Il reste aussi un gros sujet à discuter. Tu as autre chose à dire sur l'IA ? Bon, alors attention à ce sujet parce qu'il est super intéressant et la question ici, c'est de savoir si l'IA va aussi, disons, diversifier son utilisation comme l'a fait Internet ou si elle va être limitée à nos pays. Oui, bloquer ces pays parce que l'IA va révolutionner le monde. Elle est en train de le faire déjà. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait beaucoup de connaissances qui étaient vraiment compliquées. Regarde par exemple créer une application. Non, je l'ai entendu l'autre jour dans une interview d'un programmeur qui disait « Créer une application pour un programmeur expert, eh bien ça te prenait 2 mois, disons, pour faire une bonne application. Maintenant, tu mets 1 semaine, non, 1 semaine et demie, non. » Il dit « Mais imagine, c'est pareil pour un programmeur qui débute, c'est-à-dire peut-être qu'il met 2 mois, mais maintenant un débutant peut aussi te faire une application. » Non. On constate alors que l'apprentissage ne passe plus seulement par des tutoriels, mais aussi par la réponse à ses propres questions. J'ai fait des tests car je ne me rappelais plus du calcul, honnêtement. Et j'ai commencé à faire des tests pour qu'on m'explique des choses de calcul, tu vois, pour voir à quel point c'était facile, et je me suis dit « Mince, j'aurais aimé avoir ce professeur, tu vois ?» C'est-à-dire une IA qui t'explique étape par étape pourquoi les choses ne se passent pas comme ça, et je lui disais « explique-moi d'une autre façon parce que là je n'ai pas compris », et elle me l'expliquait jusqu'à ce que je comprenne. Je me suis demandé quel professeur aurait cette patience avec toi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour beaucoup de choses, ce sera un outil très intéressant. Passons à la suite. Juste ceci. Concernant les États-Unis, Donald Trump a signé aujourd'hui plusieurs décrets exécutifs parce qu'il veut accélérer le développement des ordinateurs quantiques et ici nous sommes dans le domaine du numérique. Eh bien, allons-y. Bon, eh bien, un sujet. Très intéressant. En dehors de ça, elles vont donc vers le quantique. Donald Trump signe une série de décrets exécutifs, encore une fois des décrets exécutifs pour accélérer le développement du quantique. Exactement. Les ordres qu'il a signés aujourd'hui sont les suivants. Le premier ordre demande aux agences fédérales de travailler avec le secteur privé et le milieu universitaire pour déployer des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour mener des recherches scientifiques d'ici 2028. La deuxième ordonnance s'adresse aux agences et aux experts en sécurité gouvernementale afin de préparer des systèmes quantiques capables de contourner le chiffrement standard plus rapidement que ce qui avait été prévu auparavant. Et la troisième ordonnance consiste à accorder des milliards de dollars de financement aux entreprises quantiques, financements qui sont octroyés par le département du commerce et qui leur génèrent des revenus. Eh bien voilà, n'est-ce pas? Tout cela s'accélère énormément. Bon, passons à d'autres sujets. Faire... Merci. De Superman, il dit ici, si je ne me trompe pas, c'est Martin ou un parachute ou quelque chose comme ça. Quelqu'un faisait un commentaire sur Loukachenko, c'est-à-dire, parce que Loukachenko dit « Regardez, dit Pépé, est-ce qu'Alexandre Loukachenko a déjà acheté la cape de Superman au cas où il s'envolerait par la fenêtre d'un immeuble en voyant Poutine ? Voyons voir. » Une visite est en train d'être accélérée, je le mentionnais rapidement comme ça par téléphone il y a un instant, mais passons aux détails. Voyons, Loukachenko, président de la Biélorussie, il dit qu'il est le dernier dictateur d'Europe parce qu'il est pratiquement le seul président que la Biélorussie ait eu dans toute son histoire. C'est un président qui a été astucieux pour rester dictateur, mais en même temps pour ne pas s'impliquer dans la guerre, ni se fâcher avec Vladimir Poutine, mais aussi pour ne pas entrer dans le conflit armé contre l'Ukraine. L'Ukraine, Volodymyr Zelensky, président de ce pays, lui a envoyé un ultimatum il y a quelques jours. Il lui a dit «
Si dans 6 jours tu n'enlèves pas les antennes que tu as installées sur toute la frontière de la Biélorussie, qui est une frontière immense, n'est-ce pas? Qu'on voit ici à l'écran, n'est-ce pas? Voyons si on peut le voir par là. C'est-à-dire dans cette zone, si on la mesure rapidement, juste pour avoir une idée approximative, évidemment, c'est à peu près 600 km, n'est-ce pas? Parce que je veux dire, bon, ce n'est pas une ligne droite, n'est-ce pas? Mais c'est à peu près 600 km. Si tu n'enlèves pas les antennes que tu as ici, pourquoi? Pourquoi l'Ukraine veut-elle que tu enlèves les antennes? Parce que ces antennes sont russes, c'est-à-dire qu'elles envoient ou retransmettent un signal vers la Russie, et avec ce signal, ils peuvent être plus précis lorsqu'ils attaquent l'Ukraine avec des drones ou des missiles. Alors l'Ukraine dit « Écoute, si tu ne veux pas t'impliquer dans la guerre, alors enlève les antennes. Et si tu ne le fais pas, eh bien dans 6 jours, on verra comment on va faire pour les détruire tout simplement. » Alors Loukachenko lui répond « Ça m'a vraiment surpris. » C'est-à-dire, il lui répond un jour après « N'est-ce pas? Exactement. » Il lui a répondu un jour plus tard en assurant que ses antennes relais allaient être retirées. Mais, c'est-à-dire... qu'il a tenu compte de sa demande. Oui, bon, apparemment cela s'est passé, n'est-ce pas? Mais le jour venu, et le Kremlin, parce qu'apparemment, parce qu'on ne les a pas enlevés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on les a enlevés et ils pourraient ne pas les enlever. Parce qu'au final, dans quelques jours, le propre Vladimir Poutine va rendre visite à Loukachenko. Je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que s'il l'a mentionné maintenant, qu'il va le faire ou pas, crois-le ou crois-moi, évidemment non. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il le dise un jour après montre qu'il y a vraiment une crainte que l'Ukraine réponde de manière aussi directe, non? C'est-à-dire que cela les amènerait aussi à entrer en guerre et à devoir affronter leur propre population. Il faut se rappeler que leur population a déjà combattu. Comme des soldats à l'intérieur de l'Ukraine. Donc il y a déjà des vétérans biélorusses qui sont retournés en Biélorussie, mais qui ont combattu pendant 1 an aux côtés des Ukrainiens. Donc il y a des gens entraînés qui connaissent parfaitement l'Est, qui savent comment est-ce qu'est la guerre et tout cela, et qui pourraient être opérationnels si à un moment donné le conflit éclate. Évidemment, ce que Loukachenko ne veut pas, c'est pas entrer dans le conflit. N'est-ce pas? Exactement. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a confirmé la tenue de ces discussions. Et il a assuré qu'il espère que la Biélorussie et Loukachenko seront suffisamment résistants pour faire respecter leur souveraineté. La Russie l'ignore totalement, pour être honnête. Comme vous le savez, Alexandre en a déjà parlé récemment. Poutine prévoit d'établir un contact, c'est-à-dire d'y aller, et il dit que ce serait une bonne occasion de discuter de ce sujet et d'autres encore. Merci. Alors, Peskov, en gros, ce qu'il dit, c'est quelque chose de ridicule, non? C'est-à-dire parler de souveraineté dans ce contexte, c'est comme si un voleur venait te donner des conseils, ou voulait te juger pour que tu ne voles pas, n'est-ce pas? Autrement dit, tu es le premier à ne pas pouvoir en parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire, évidemment, ce Zelensky, je pense qu'il a aussi évalué la situation comme ça, il s'est dit « Bon, je ne peux plus permettre cela ». Qu'ils opèrent depuis la Biélorussie, parce que s'ils continuent à le faire... D'ailleurs, il y a peu de temps, il y a eu des mouvements des forces ukrainiennes, non, qui ont commencé à se déplacer par ici. En fait, j'ai trouvé ça très curieux parce que maintenant, on comprend pourquoi. Mais l'Ukraine, il y a environ 1 semaine, a mobilisé ses troupes et en fait, elles sont toujours là-bas. Ils ont des militaires près de la frontière avec la Biélorussie. Ils ont dit « Nous voyons des choses étranges en Biélorussie. » Tu te souviens? Puis Loukachenko a pris la parole. « Non, nous ne prendrons pas part à la guerre, je ne sais pas quoi. » Puis il y a eu l'histoire des antennes, tu vois. L'Ukraine insiste déjà, elle dit « Tu dois installer, tu ne dois plus aider la Russie. » En gros, c'est « Prends position ou laisse tomber, ou alors arrête de te laisser aller et viens à la guerre. » Ou alors, parce qu'à un autre moment, elle ne l'a pas fait, elle le fait maintenant. Parce que l'Ukraine se sent déjà plus consolidée, elle se sent plus forte. Et donc, pensez-vous que c'est opportun? Pour quelle raison? On verra bien. Non, ce n'est pas très clair si cela fait partie d'une autre stratégie pour l'avenir, parce que comme toujours, ces choses-là viennent en plusieurs couches, et on les découvre petit à petit, on les ouvre pas d'un coup, pas comme un Kinder Surprise, en fait, non. Et maintenant, pourquoi font-ils cela? On le saura plus tard, n'est-ce pas? Plus tard, nous verrons plus de détails, mais entre l'analyse et la spéculation, ce qui est normal, c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Analyse et spéculation informée, évidemment, il faudra comprendre petit à petit ce qui s'est passé. Ah, il y a déjà eu un but, voyons voir comment c'était. Au fait, Sénégal 3-2.
Je l'écoutais, non, je n'avais pas le temps de regarder car la voiture arrive ici, donc je l'écoutais. Mais disons que les Sénégalais avaient l'air intense. Au fait, mais bon, oui, déjà un Jordanie-Algérie, le dernier match de la journée. Bon, passons aux autres sujets. Aujourd'hui, il y a eu un accident en Alaska impliquant des membres de la garde côtière des États-Unis. En fait, en ce moment, ils sont encore en train de procéder au sauvetage. Selon les informations, cet incident a eu lieu dans une zone appelée Sitka, près de Yono, là-bas en Alaska. Et l'avion, ou plutôt l'hélicoptère impliqué, est un hélicoptère Jayhawk de type 60 de la garde côtière. C'est le district de l'Arctique de la garde côtière des États-Unis qui l'a signalé. Et en ce moment, ils étaient en train de chercher, du moins s'il y a quelques heures, il y avait l'équipe de secours active, l'équipe de première intervention et les ressources de recherche et de sauvetage. Ils étaient sur place et, ils essayaient de voir s'ils pouvaient retrouver les pilotes en vie. Eh bien, c'est le sujet. Les hélicoptères sont toujours compliqués ? C'est compliqué. Dans quelle zone dis-tu que c'est arrivé ? En Alaska, c'est bien ça ? Tu ne précises pas l'endroit ? Ça s'appelle Sitka, c'est aussi celui de Sitka, de Yono ? Près de Yono, restons attentifs pour comprendre ce qui s'est passé. C'est la garde côtière, n'est-ce pas ? Oui, c'est la garde côtière qui a eu l'accident. Il y a déjà eu plusieurs accidents impliquant les États-Unis et des avions militaires cette année, alors qu'on n'est même pas à la moitié de l'année. Bon, on est déjà à la moitié. Et cette semaine, il y en a eu plusieurs dans le monde, n'est-ce pas ? En comptant aussi celui qui a eu lieu là-bas en Russie, non ? Celui d'un bombardier. Celui de Sibérie. Celui de Sibérie, où les pilotes ont réussi à s'échapper, soi-disant, et puis il y en a eu un autre, celui du bombardier. C'était un bombardier, n'est-ce pas ? Celui des États-Unis. Le bombardement des États-Unis qui a coûté la vie à 8 personnes ? 8 personnes, donc il y en a eu plusieurs, non ? D'accord, regarde, 4 membres d'équipage sont en sécurité. Voilà la mise à jour, voilà la mise à jour. Oui, qu'est-ce qu'ils font ? Sauve, regarde. Ils sont saufs. Oui, maintenant ils l'ont mis. Étrange, non ? Il a soudain lâché l'hélicoptère. Et ils ont fermé l'hélicoptère, oui. Et aussi dans des petits avions. Oui. Mais bon, c'est comme ça que les choses se présentent. Et comment vas-tu, Wilkoff, monsieur Cotipo ? Comment vas-tu ? Salutations à toute la communauté. Allons à d'autres sujets importants. Il dit que Loukachenko va envoyer un sosie ou qu'il va rencontrer Poutine, ce qu'il a déjà fait plusieurs fois. Oh, je ne me sens pas bien. Il arrive comme ça ou il n'arrive pas, non ? Salutations. Passons à d'autres sujets et aux commentaires. Oui. Comment ça va pour vous ? Comment allez-vous ? Et 70 minutes du match Jordanie-Algérie. Eh bien, 2 pays dont je ne connais absolument rien au football. Oui. Mais bon, il faudra voir, non ? Il faudra voir comment ça se passe pour eux. France-Irak 3-0, comme je vous l'ai dit, exactement le même résultat qu'hier. Norvège 3-2, Norvège-Sénégal. Non. Sénégal, moi je mise sur le Sénégal, sincèrement. Écoute, je n'ai rien contre la Norvège, ni contre le Sénégal. C'est juste que, simplement, le fait qu'un pays, disons, appauvri et tout, puisse battre un de ces pays-là, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, le Sénégal a un bon jeu. Beaucoup de joueurs jouent déjà en Europe ou dans d'autres parties du monde. Donc, ils ont déjà de l'expérience. Et ça s'est vu, oui, on a bien vu qu'ils avaient déjà de l'expérience. Ils marquaient, ils avançaient, je crois que c'était 3-1, quelque chose comme ça. Et d'un coup, 3-2. Non, oui, 3-2. Et puis voilà, à la fin, voyons, il menait 2-0 ou 2-1. Comment ça a commencé au début ? Oui, c'est vrai, s'il menait un 2-0. Et ensuite, après, c'était 2-1, je me suis arrêté là. Et ensuite, 3-1, 3-1. Tout s'est déroulé très vite. Pour le 3-2, je n'ai même pas compris comment c'est arrivé. Même le gardien a dû sortir. Il est sorti, je ne sais pas si c'était le stress, car la description à la radio diffère de ce qu'on voit. Je l'écoutais à la radio, il disait que le choc n'était pas grave, mais il s'est senti mal et est sorti. Le plus fou, c'est que tu conduisais et, à chaque passage devant un restaurant ou autre, tu te retournais vers les écrans pour suivre le match au feu rouge. Non, donc tu étais là au feu rouge, tu écoutais à la radio et tu regardais sur les écrans géants des restaurants. Donc tu pouvais parfaitement voir. Regarde là, le gardien est en train de sortir. Regarde, il est là. Oui. C'était drôle. Ruladi, il me regarde.
J'ai des amis russes et ils en ont vraiment marre de Poutine, mais ils ne peuvent rien dire parce qu'on arrête ceux qui s'opposent au gouvernement. Oui, non, ils se font arrêter pour n'importe quoi. Regarde, les images que nous avons partagées proviennent directement des Russes. C'est-à-dire, Ils sont en train de célébrer. ils célèbrent presque les attaques menées par l'Ukraine. L'un des jeunes disait « Waouh, c'est épique ». C'est-à-dire, ils n'ont pas l'air effrayés ni tristes, en fait, ils voient ça comme quelque chose de normal ou même vaniteux. Parce qu'ils savent où tout cela mène, n'est-ce pas? Vous voyez? Ou ils comprennent où ça va. Dis Pépé, comment ça va? Comment va Oculart? Comment tu vas? Tu es en Colombie? Comment vont les autres là-bas? Je te fais un grand salut. Dis Martin, d'accord, il faut reconnaître que je n'aurais jamais pensé qu'ils pourraient se défendre aussi longtemps depuis l'invasion. Tant de chars détruits, quel courage. Salutations Martin. Salut Martin, comment tu vas? Bonsoir. Monsieur Ricotipo dit qu'avec ce résultat, l'Argentine termine première de son groupe cyclique. Exactement. Il dit donc salutations à Gabriel Duran? Et il lui reste un match, non? Encore? Je crois. Oui. Salutations à Wikoff. Il dit pauvre peuple de Russie, en vérité c'est un nouveau communisme, non? Et aujourd'hui, le chef du parti communiste est sorti. Oui, je l'ai vu. Pour dire non, vous savez quoi? On a plein de fric. L'argent des gens, l'argent des entreprises est là dans les banques. Il faut le prendre. C'est-à-dire, imaginez que demain, le gouvernement de nos pays décidait, eh bien, si j'ai besoin d'argent, voilà le tien, pourquoi le laisser là? C'est un député, non? Un député. C'est la dirigeante du Parti communiste de Russie. De Russie. Ici, on a mis un extrait du matin, n'est-ce pas? Commentaire. De son commentaire, il dit « C'est fou, enfin oui, il faut juste... Non mais là, comment ça, il n'y a pas... Je ne sais pas si c'est de l'argent. Non, je sais qu'il y a de l'argent. Là, il y a l'argent des gens, des entreprises, de je ne sais quoi, blablabla. Enfin non, c'est compliqué. » Il dit « Salutations, Pantherita. Comment tu vas, Wick? Salutations. » Il dit « Pépé, tu parles de va au Sénégal. Quel dommage. » Il dit « Non, c'est juste pour plaisanter, en vrai, parce que je ne connais pas le Sénégal. » Ce que j'adore chez les supporters norvégiens, c'est leur chant. Ouh, c'est génial, c'est vraiment super. Je pense que c'est mieux, c'est mon chant de supporter préféré, non? Ça, avec la vague, non? Mais oui, celle-là, elle est géniale, elle est vraiment géniale. Et les jaunes, ils sont adorables parce qu'ils vont doucement. Ce n'est pas comme pour dire taka taka taka, Brésil. D'accord, toute la journée. Non, c'est boum. Boum, je ne sais pas si c'est nautique ou synoptique, mais c'est vraiment cool. Non, je n'ai pas vu le match, je l'ai seulement écouté. Celui-ci dit comment ça s'est passé, c'était génial. Il dit vent très triste pour les Russes. Eh bien oui. Enfin, mais vous savez qu'avec cette pression, peut-être qu'il pourrait y avoir un changement. Un changement positif ou négatif? Comment cela va-t-il se passer? Salutations. Jérésie, dites-moi que c'est vraiment mauvais, je trouve ça désastreux. Honnêtement, ça m'a même fait de la peine à cause de la façon dont ils l'ont laissé. Pour moi, c'est un personnage qui n'a aucune personnalité. Il s'adapte selon les circonstances. Vraiment, ça m'a fait de la peine à cause de la façon dont ils l'ont laissé. Je trouve que c'est un personnage sans caractère qui s'adapte selon les circonstances. Et puis, eh bien, les commentaires que Pépé a mis ce matin, c'était essentiellement de la promotion pour Donald Trump, non? Parce que bon, oui, tout le monde le fait. Tous ceux de sa table le font. Mais lui, honnêtement, il n'a vraiment aucune personnalité. Salutations à Heidi. À Heidi Christensen. Elle dit « Meilleure nouvelle, Pépé. Merci. » Heidi, et salut Boubouelas. Salut aussi à Ofe Mendes, à Verderi. Elle dit « Salut à tous. » Sous-estimer une nation aussi grande et avec une expérience millénaire de la guerre, en plus pour défendre les Américains. Qui a commencé la guerre et à cause de qui? Demande Verderi. Elle dit « Salut Verderi. » Salut Verderi. Quelle guerre? Je ne sais pas. Celle d'Ukraine? Ou celle d'Israël? Ou celle de... Laquelle? Salutations aussi à Marcella Riquelme. Sébastien est aussi là. Qui disent si c'est une sous-estimation, ça a été énorme. Ils ont sous-estimé l'Iran, l'Ukraine, et aujourd'hui dans le football, on sous-estime aussi les petites équipes. Je pense qu'on vit ce moment, non? Les petits pays ne sont plus à la traîne, ils ont déjà gagné. C'est comme s'ils s'étaient rendu compte qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils ne le pensaient, Anti. Et c'est vrai ce qu'il dit dans ce sens-là. Je veux dire, oui. Ils ont moins à perdre. Oui, quand ils n'ont rien à perdre et quand, eh bien, il y a une histoire là, n'est-ce pas? Chaque culture en a une et tout ce que tu veux. Et soudain, on ne comprend pas que, eh bien, il y a quelque chose là, il y a une force qui, eh bien, c'est comme un muscle, n'est-ce pas? Maintenant qu'on essaie de devenir plus en forme, tu te rends compte que c'est là que le muscle s'active sous l'effet du stress. Sinon, le muscle est là sans rien faire et il ne grandit pas, rien du tout, n'est-ce pas? C'est pareil, je pense, pour une nation. Mais si une nation a plus ou moins tout, non. Une fois que c'est fait, il ne se passe rien.
Mais quand les défis ou les crises commencent, n'est-ce pas? Les problèmes, c'est là que les gens se donnent à fond, comme on dit, non? Je vois aussi cela chez Wake Off. Je vois soudain que ceux-là, comme ceux de Cap-Vert et tout, ils ont une fin que je ne vois pas chez d'autres, dans d'autres groupes. Parce que les autres groupes, eh bien, ils viennent de jouer. Ils arrivent de l'Euro et ils viennent jouer je ne sais où. Et, je veux dire, ils gagnent super bien, ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin, eux et leurs 2 prochaines générations. Je veux dire, ils sont bien, disons, en ce qui concerne l'argent et tout ça. Oui, Non, beaucoup d'entre eux mènent une vie luxueuse, n'est-ce pas? ça baisse pour les plus éloignés, mais c'est le pays. Mais quand tu vois que le gardien du Cap-Vert est professeur de volleyball l'été, juste pour couvrir ses frais, tu te dis bien sûr, parce que c'est son opportunité de passer à l'international. Et c'est sa seule opportunité parce que dans son cas, il a déjà 43 ans, il me semble, 42, 43, 40, il est dans la quarantaine, donc il n'aura plus d'autres Coupes du Monde, c'est la réalité, non? Donc c'est son opportunité ou rien. Oui, exactement, Canela Badolan dit « Bonsoir papa, elle fait partie de la communauté, salutations à vous depuis l'Argentine. Comme toujours, c'est un plaisir de vous écouter, n'est-ce pas? En Argentine, oui, salutations à tout le monde jusqu'aux sandales, j'imagine. » Bien heureux, très content, heureux. Je ne sais pas comment ils fêtent, tu vois. Ici, quand le Mexique gagne, c'est le chaos sur la Reforma. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, quel sauvage, je ne sais pas quoi. » Oui, c'est un vrai bazar, franchement. Mais tu vois, à New York, les Knicks, quand ils gagnent, comment les gens réagissent, tu vois comment ils sont en France quand le PBC, ou comme ça s'appelle, PGB gagne. Le PBC, JPGB? n'est-ce pas? Je ne sais pas vraiment. Je n'en sais rien. Le football, mais j'en ai besoin. Ils brûlent des voitures. Tu te dis que c'est calme ici comparé à là-bas? Oui, ils se saoulent, oui, certains se battent, mais en vérité, la plupart font surtout des trucs très innocents. Au moins, non. Enfin, je veux dire, oui, laisse la fresque, regarde juste, c'est tout. Comment les autres célèbrent-ils? Ils te demandent comment tu as brûlé des voitures et d'autres choses. Enfin, au moins, je crois que c'est relativement tranquille, mais bon, oui, c'est plus la fête, c'est plus festif. Et si soudainement, eh bien oui, ils laissent un endroit sale où il y a un accident par là, ce que tu veux, mais non, enfin, normal, non. D'une fête, c'est le truc normal d'une fête. Il dit « Ils ont mis que des équipes faciles à l'Argentine, quel intérêt ?» dit Wilco. « Allez. » Oui, bon, c'est que là, tu vois, c'est toujours un peu comme ça. Oui. C'est ça qui est bien. Ouais, dans les groupes, il y a toujours des groupes un peu faciles et un ou deux forts, non? Un ou deux forts, et puis il y a les super forts, normalement, non? Comme le Brésil et les classiques, non? Donc oui, tu as raison, quand ils passeront au tour suivant, non, encore le suivant, c'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, au prochain tour, ils auront encore des adversaires faciles, ceux qui finissent premiers, en théorie, ils tombent sur des équipes faciles, en théorie facile, non. Et voilà, et après celui-là, là oui, ça devient vraiment costaud, non? Là, c'est du lourd. Ils vont y aller à fond, et ils vont affronter, eh bien, des pays plus costauds, non? Dans ce sens-là, parce que en théorie, ces puissances du football, pour ainsi dire, eh bien en théorie, elles se retiennent, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas tout dans ces matchs, soi-disant, non? Alors moi je pense qu'ils y vont à fond, non? Salut à Norma. Le PSV, le PCB, le PSV, il l'a presque, là oui, là c'est écrit, n'est-ce pas? Le PSV, oui. Oui, salutations à Tapatia, comment vas-tu Tapatia? Elle dit « Je vais te faire voler avec cette musique, même si tu étais avec elle. » Dit Tapatia. Merci beaucoup, Tapatia. La séparation. Oui, enfin, eh bien, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des chaises, celles que j'utilise. Elle te permet de mettre des couches, elle te permet, c'est-à-dire d'y mettre de la créativité, que ce ne soit pas seulement ce que... C'est-à-dire, je crois qu'il y en a 13, les 13 couches que tu peux faire. Oui. Alors tu peux lui dire, tu sais quoi? Maintenant, je veux ajouter cette voix. En plus, tu peux même ajouter ta propre voix, pour ainsi dire, ou tu as fait quelque chose avec un instrument, ce que moi je n'ai pas fait. Voilà, n'est-ce pas? Tu peux ajouter, regarde, j'ai cette musique, tu vois, que j'ai faite, tu vois. Enfin, je dis que ça pourrait être, mais dans ce cas, pour celle-là en particulier, je ne l'ai pas fait. Tu peux ajouter des couches, c'est amusant et sympa, ça permet de faire des choses intéressantes pour la chaîne, n'est-ce pas? Et ce genre de choses. Oui, ils sont simples, non? Les équipes qu'on a données à l'Argentine sont plutôt faciles. Algérie, Jordanie, la plus difficile c'est l'Autriche, mais bon, là tout de suite, je viens de marquer un autre but avec l'Algérie. Algérie, allez. Eh bien voilà, ton souhait se réalise, Gir soutient l'Algérie, eh bien on va voir ce qui se passe. Algérie qui est en train de gagner. Bon, évidemment, c'est l'Argentine qui gagne dans ce groupe. Oui. Et voyons qui d'autre est en train de gagner. Celui du Sénégal qui est là. Et l'Autriche? Qui est en tête dans le groupe du Sénégal? Celui du Sénégal est en tête, enfin la France et la Norvège.
La France et la Norvège, oui. Eh bien, ils sont déjà passés. Ils sont déjà passés, non? Oui. Des équipes classées 3e peuvent aussi passer si elles finissent en haut, grâce au classement. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne me suis pas renseigné. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 équipes classées 3e qui peuvent passer. J'imagine que ce sont celles qui ont marqué le plus de buts ou qui ont réussi à obtenir un petit point quelque part. Oui, donc il y aura des équipes classées 3e qui vont passer. C'est forcé, ça? Non, sinon ils ne sont pas assez nombreux pour compléter. Comment ça, ils n'arrivaient pas à compléter? C'est-à-dire pour faire celle de m'arranger. 2, non? Non, non. Non, non. 2, 2, 2, non, non. Non. Il en manque 2, là? Oui, il passe. Oui, il passe. Par exemple, ils vont leur donner 3 points pour gagner, non? Il dit, voilà, regarde. Il dit que les 8 meilleurs 3e vont passer, les 8 meilleurs 3e. 8 meilleurs? Comment ça, 8 meilleurs? 8? Les 3? Donc il n'y en aura pas un par groupe? Comment? C'est nul. Non, non, non. Non. Il dit, mais je crois qu'il le divise en 2 groupes. Bon, là tout de suite? Oui, je comprends. Ils feront d'autres groupes ensuite. Oui, en fait, le Mexique devrait y aller, je crois. Ce matin, j'ai regardé à peu près comment c'était. Oui, il irait. Non, Cap-Vert. Ce serait probablement le Cap-Vert. Bon, ça dépend de qui l'analyse, mais bon, dans l'analyse que j'ai vue, il disait que le Mexique devrait affronter le Cap-Vert. Bien sûr, il reste encore plusieurs matchs à définir, n'est-ce pas? D'accord? Donc, le pronostic, c'est le Cap-Vert. On y va? Non. Comment? C'est bon, enfin, je veux dire, non, ça va être facile. Et là, Par exemple, dans le groupe J où se trouve l'Argentine, eh bien, je sais, il y a déjà l'Argentine avec 6 points et il y en a 2 avec 3 points. Ce serait l'Algérie et l'Autriche. Ils devraient jouer entre eux. Non, ils n'ont pas encore joué, je crois. L'Algérie en Algérie contre l'Autriche. non, 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 chez eux, non. Alors, eh bien, là, ça se déciderait. Quelle émotion? Il dit, FB, j'ai appris à faire des sandwichs à Guadalajara. En regardant le match d'Argentine depuis l'Argentine, il me demande sérieusement si j'ai appris. Tu as vraiment appris? C'est très compliqué ça, parce que j'imagine que c'est comme... Ce sont 2 pains, c'est-à-dire le pain de la torta, non, et la sauce, je suppose. Est-ce que tu vas mettre dedans? Non, je suppose que ça doit être... Enfin, je suppose quelque chose. Si c'est comme ça, simple, non? Je suppose, il dit. Dice, Le Mexique pourrait avoir plusieurs équipes en vue, prévoit-il. Il faudra attendre pour le Mexique. Alors oui, j'avais entendu dire que c'était celui dont tu parles, ou le Cap-Vert, ou l'Arabie Saoudite. Oui, exactement, exactement. Dit Marou. J'aimerais voir l'affrontement entre Mbambé et Haaland. Eh bien, on verra, on verra. Salutations, eh bien, Haaland joue beaucoup comme un enfant. Non, mais c'est toujours un enfant. Salutations à Martin, dit-elle. La stabilité sociale et démocratique du Nicaragua vient d'un contrôle absolu et d'un silence total exercé par le gouvernement de Daniel Ortega et Rosario Murillo. D'accord. D'accord, 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 dit-il. Salutations, Gabriel, également à Wickham, dit-il. Est-ce qu'on va revoir un Angleterre contre Argentine, comme en 86? Est-ce que ça pourrait se répéter, mec, Wickham? Ce serait vraiment intéressant, non? Voyons, voyons, mais que la main de Dieu ne se répète pas, dit-il. Donc, il y a 12 groupes, les premiers et les deuxièmes de chaque groupe passent, puis les 8 meilleurs suivent pour qu'il y ait 32 équipes. Et c'est comme ça qu'on forme les 16 et 16. Oui, mais il va aussi y avoir des 3e. Jerez, vérifie, je veux dire, il va aussi y avoir des 3e. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais les 3e entrent ou ils s'affrontent entre eux, ou je ne sais pas comment ils vont faire. Mais oui, il y a un problème là. Quoi d'autre? Elle dit « Sylvia Autriche n'a pas été une adversaire facile, ça a coûté, dit Sylvia, regarde. » Oui, c'est-à-dire... Je ne sais pas, c'est tout. Ça ne m'a jamais semblé être quelque chose de très non, Oui, ce ne sont que des oui. Oui, bon. dit Martin. En Haïti, le gouvernement central a presque complètement perdu le contrôle territorial au profit des coalitions de gangs armés qui contrôlent la capitale et des ports clés. Bon, Martin. Donc Haïti est contrôlé par les bandes depuis des années? Oui, enfin, aucun non. Ils n'ont pas réussi, en gros, depuis qu'ils ont ôté la vie à ce Jovenel Moïse Jovenel. Non, enfin, on demande Jovenel en 2000, ce serait quoi? 2022 par là, oui, on était encore en pleine pandémie. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir, ils n'ont pas pu, tu vois. Ce barbecue a réussi à faire une coalition très forte avec ces gangs. Oui, c'est un petit génie, ce gars-là, dans ce domaine, n'est-ce pas? Oui, il faut se rappeler comment ces gangs sont apparus. En fait, les gangs étaient essentiellement des groupes de choc des gouvernements. C'est-à-dire que chaque gouvernement, chaque secteur du gouvernement, chaque parti, des choses comme ça, les puissants avaient leur propre gang, et puis, soudainement, les gangs se rendent compte qu'ils peuvent avoir le pouvoir. C'est là que tout devient un vrai problème. C'est pour ça que la personne dont tu parles, comment il s'appelle? Ce chef de gang, oui. Oui, ce barbecue.
Barbecue. C'était un ancien policier, c'est-à-dire qu'il était là-dedans, mais du côté du gouvernement. Et puis après, il était passé du côté des gangs, parce que c'est là qu'il y avait du business, dit-il. Les équipes classées 3e disputent une phase de groupe et peuvent se qualifier pour la suite. Tu vois ? Donc les équipes classées 3e disputent la phase de groupe et ont la possibilité de se qualifier pour le tour suivant à la fin de cette phase, d'accord ? Donc voilà, non. Il est dit, les 12 équipes qui occupent la 3e place dans leurs groupes respectifs sont évaluées dans un classement général. Les 8 meilleurs 3e avancent directement en 16e de finale, tandis que les 4 restantes sont éliminées. C'est peut-être ce qu'elle voulait dire. Je crois que c'est ce qu'elle disait. Peut-être qu'on n'a pas compris, on ne l'a pas compris. Oui, mais c'est ce qu'elle disait, je crois que c'est ce qu'elle disait. C'est que non, ce n'est pas facile à expliquer. Oui. Non, ce n'est pas le cas. La FIFA a fait tous les changements possibles pour prolonger ça et gagner plus d'argent. Je me suis lancée à fond. Donc c'est devenu très long, très compliqué, ils ont fait des pauses pour mettre plus de publicité, etc. Non ? Wiko dit que l'enfant croyait que les bandes étaient une meute de pandas. Tu croyais ça ? C'est drôle, dit-il. Santé ? Oui, Pépé. Le Mexique attend beaucoup des 3e places. Oui, c'est-à-dire qu'il va se battre, je pense, contre l'une de ses équipes classées 3e. Non, je suppose. Le Mexique, oui, il mentionne aussi l'Argentine. J'aimerais une finale Argentine-Mexique, ce serait génial, vraiment très bien. Dit Martin, parce que les pays les plus pauvres, comme le Congo, sont actuellement confrontés à une épidémie d'Ebola et à une guerre civile. Il est impossible de garder le contrôle, dit Martin. C'est ça, Martin, c'est ça, c'est terrible. Bon, eh bien, on s'en va déjà. Un grand merci à toute la communauté qui nous a soutenus, à partager nos contenus, à commenter, tout simplement, ici, en discutant, en conversant, et bien sûr à Manuel. Irma, à Italo, à Aurora, ainsi qu'à Irma. À Flores. Salutations, Irma. Irma, un immense bonjour, un grand merci, évidemment à Italo et à Aurora aussi, ainsi qu'à toute la communauté qui nous soutient. Là, disons qu'ils ne se contenteront pas de regarder, mais ils vont aussi commenter, et je l'apprécie beaucoup. Je sais que tout le monde ne peut pas, n'est-ce pas ? Qu'évidemment, ils travaillent, ils sont devant la télé, mais s'ils peuvent, au moins nous saluer. Nous apprécions beaucoup cela, parce que ça rend notre travail plus humain. Parfois, finalement, nous lisons les messages. Mais quand ils commandent en quelque chose, même si c'est quelque chose de simple, un bonjour, nous l'apprécions énormément, Un grand merci à toute la communauté qui nous regarde, qui regarde en différé, qui sont, la majorité qui nous regarde après, merci beaucoup. Partagez-les, donnez-nous un coup de main avec ça, et nous sommes ici tous les jours avec encore plus d'informations. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram, et nous vous envoyons la notification du direct, et nous sommes aussi sur Facebook, Instagram et X. Si vous posez une question, si je l'ai fait au Mexique, ce n'est plus possible, si c'est déjà passé, mais de toute façon, il faut jouer, parce que, c'est comme ça que fonctionne le protocole. Oui, de toute façon, ça dépend aussi de qui va rester, n'est-ce pas ? Le prochain match, tout sera à la même heure, à 19h, c'est-à-dire le jour... Mercredi à 19h, tous les matchs vont être appelés pour le même groupe. Les groupes vont commencer à jouer aux mêmes heures, toujours. C'est pour ça qu'ils proposent maintenant ces plateformes comme VIX et toutes les autres. C'est-à-dire, tu peux regarder, surtout, à ces moments-là. En même temps, sur les écrans, tous les matchs... Et comme tu entends le côté ? Tu entends d'un côté et vois les autres écrans. D'accord, c'est ce que vous allez faire alors. Voyons si avec cette pub que je viens de faire, peut-être que VIX va nous sponsoriser. Même si c'est juste la plus petite, je la méritais parce qu'elle était vraiment chère. Qu'ils n'ont jamais sorti un sou ? Je vous raconte maintenant. Ça m'a surpris. Je veux dire, je paye sur Netflix genre 100 pesos, 150 pesos, et là, 1000 pesos. Bon. Celui du Mexique est le premier de son groupe, oui ? Super, une accolade. Portez-vous bien, passez une excellente journée. On continue à discuter, à plus tard, à demain, au revoir.